Bonjour et bienvenue sur notre troisième épisode La Buvette. Ça va Hector? Ça va très bien, merci. Les vacances se sont très bien passées. Très heureux de te retrouver. Merci. Parce qu'on a fait une petite pause, mais voilà, on est de retour pour bien travailler. Aujourd'hui, un thème qui est cher à Hector, la touche. Ouais. Donc pour ça, on a fait appel à une connaissance qui est pour nous le meilleur sur la touche de nos connaissances. Hector Marin. Lui-même. Ouais. Ouais. Donc faudra pas hésiter à ce que je le bride un peu parce que sinon il pourra en parler pendant Ouais, c'est très un thème longtemps. du coup que j'adore. C'est mon secteur préféré du rugby. Je trouve que c'est le seul secteur qui est intéressant dans le rugby, mais quand même pas. Mais j'adore. Grand passionné, j'ai toujours été un grand passionné. Donc hâte d'en discuter avec toi, Clément Tisnin. Est-ce que tu étais autant passionné par la touche quand tu étais joueur ou c'est vraiment depuis que tu es devenu coach et coach spécifique de la touche Alors ma carrière de joueur, qui a on quand même peut pas duré une dizaine trop- d'années chez les jeunes et tout, Non, même en pas. cadet, en junior, la Moi, touche. ça a commencé à encadrer. Si, ouais, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Notamment, par exemple, au bac. Quand je passais le bac, j'ai retrouvé comment on appelle ça, les, Les bulletins. les brouillons. Hein. Les brouillons pendant les épreuves. En gros, pendant le bac, jamais été un grand studieux. Et je faisais le plus vite possible sur mes examens pour commencer à écrire mes combinants de touches. Ça a toujours été une grande, grande, grande passion. Donc voilà. Ok, donc ravi de parler de ce sujet qui t'est cher aujourd'hui. Si, senior. Donc on va comme d'habitude essayer de découper un peu tous les aspects de la touche. Et l'objectif étant aussi de voir ce qui se fait, ce qui marche et voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on voit de plus en plus pour évoluer sur ce secteur. Oui. Donc on démarre avec un premier thème qui je pense est un des facteurs clés de la réussite d'une touche, c'est tous les aspects techniques avant même à faire des annonces, à avoir à faire tout ça. Sur l'aspect plus technique, en parlant du saut, du lifter et du lanceur. Donc un peu voir quels sont les réels aspects techniques qui vont influencer sur la qualité de la touche, sur la réussite de la touche. Ouais, et ça, c'est un facteur qui est, je pense, très souvent délaissé dans beaucoup d'équipes, surtout au niveau amateur. On passe beaucoup de temps à essayer de trouver le bon mouvement qui va faire que notre sauteur sera libéré, nanani, nanana. Et on passe très peu de temps au final sur tout ce qui est les aspects techniques. Et même avant ça, je dirais les repères qu'on se fixe. Parce que ça, c'est très très important. Et ça, c'est la base pour moi, c'est les repères qu'on donne à nos joueurs. C'est-à-dire que il faut que quand on fait, par exemple, on fait toujours un format, on fait 1-3-1. Il faut que le sauteur du milieu, il soit toujours positionné sur les 10 mètres. Parce qu'après, ça dérègle tout le monde. Ok, ouais, tous les Tu vois ce que je veux dire? déplacements, les Genre, par exemple, lancers. s'il annonce le ballon sur lui, si un coup il est placé sur les 10 mètres, le coup d'après sur les 12, le coup d'après sur les 8, le talon il peut Ouais. pas être régulier. Pour lui, pour le talon, il faut que une annonce, ça soit une distance approximative, mais il faut que ça soit toujours les mêmes repères, quoi. Ouais. Oui, s'il y a 2 mètres d'écart entre chaque lancer sur la même annonce, c'est sûr que. Voilà. Et par exemple, si on rentre en classique, où tout le monde est espacé de la même façon, si entre le premier pilier, le premier sauteur et le deuxième sauteur, il y a les bons espaces, mais que le troisième mec il est ultra serré, pareil, si on appelle un truc sur ce troisième sauteur, encore une fois, ça dérègle tout. Donc, sur les placements, je trouve que c'est vraiment le premier truc qui doit être vu sur une touche. C'est comme mon avis, mais c'est les repères qu'on donne aux joueurs pour qu'ils se placent bien à chaque fois. Mais je pense que ça va être très intéressant que tu parles comme ça de petits tips assez faciles parce que la touche, ça reste quand même un facteur ultra limitant quand on l'a pas. Des touches, il peut y en avoir jusqu'à une quinzaine par match. Ouais. Et qu'à un moment, on a tous joué dans des niveaux où on allait presque même plus en touche parce qu'on n'avait pas une balle en touche. Phase finale à l'inverse. Ça nous est arrivé. Donc ce qui est important, et je pense que c'est important que tu le dises pour tous les gens qui vont nous écouter, c'est de donner des petits repères et voir qu'en fait la touche, on passe beaucoup de temps à entraîner des choses, mais peut-être qu'il faudrait se concentrer sur plein de petits détails. Ouais, encore une fois, il y a
Enfin, ouais, il faut d'abord parler des repères et tout ça, parce que ça, c'est le plus important. Et pareil, quelque chose que tout le monde peut faire sur ses entraînements, c'est par exemple si on fait un format en 1-3-1 ou peu importe en classique et qu'on a un repère précis où le sauteur du milieu, il doit être sur les 10 mètres, mettre un plot aux 10 mètres pour que le mec il ait toujours ce repère et qu'il soit très fort sur son placement, qu'il se place toujours sur ses 10 mètres. Et pareil, on peut le faire pour tous les sauteurs pour qu'on soit toujours tout le temps dans les bons intervalles, dans les bons placements, pour qu'on soit très régulier sur ça parce que ça, comme j'ai dit, une énorme influence sur le talonneur. On ne peut pas reprocher des choses au talonneur si déjà dans nos placements on fait n'importe quoi et c'est pas possible quoi. Donc un premier point, le placement initial, tu vois, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que le placement initial il va beaucoup influencer. Maintenant on va un peu parler des lifters. Ouais. On voit très souvent, et là aussi ça m'embête parce que c'est des gammes qui je pense sont pas très dures à faire, ça demande de la répétition juste, mais si on en faisait un peu à tous les entraînements. Mais les lifts, toi t'en penses quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Jeter les mecs, les tenir en l'air, déjà les avoir au-dessus de la tête? Oui, avant ça, pour les lifters, il faut vraiment avoir conscience de travailler les appuis au sol. Et qu'on soit, peu importe le mouvement, si on est sur place, si on avance de 2 mètres, enfin bref, on s'en fout, mais que les pas des lifters soient les plus efficients possibles. Qu'on ne perde pas de temps à reculer pour avancer, qu'on ne fasse pas plein de petits appuis parce que c'est une perte de temps. Il faut être le plus efficient voilà, avec ces mouvements parce qu'en gros, ça part des appuis au sol. Plus on est rapide avec les mouvements au sol, plus on peut être dans une bonne position de squat parce que pour avoir un bon lift, il faut qu'on soit dans une bonne position de squat et pas lifter qu'avec les bras et le dos. Parce que forcément, on a plus de force quand on rajoute les jambes. Le transfert de force. Voilà, moi je t'explique rien je t'apprends rien là-dessus. Et donc voilà, pour avoir tout ça, il faut avoir les bons appuis au sol pour ensuite avoir tous les bons placements. Ça peut clairement se répéter comme une sorte de chorégraphie avec, suivant l'annonce, je sais que choses, c'est ouais. 2 pas, 3 pas, des C'est choses ça. comme ça. On sait que Karim Ghezal, il y a une vidéo qui est assez connue de la Fédé où il est très à cheval sur ses routines de pas un peu. C'est ça, exactement. Ouais. C'est des petites routines que vous pouvez faire en échauffement ou avant l'entraînement ou même dans l'entraînement lui-même. C'est des choses qui sont plutôt simples à mettre en place et juste habituer les joueurs à lifter avec à un pas du sauteur, à 2 pas du sauteur, à 3, enfin, et juste rentrer dans ces gammes et répéter quoi, parce que voilà, c'est en répétant qu'on devient bon. Tu penses quoi juste? Il y en a des fois, ça peut être sur de la prépa intégrée, mais peut-être des coachs qui font sauter les boudins, c'est quelque chose qui peut être intéressant par exemple. Ça peut être très intéressant sur le placement de comment juste sortir le sauteur complètement et juste qu'on travaille vraiment la qualité du lift, arriver dans sa bonne position de squat, qu'on soit proche qu'on soit proche du sauteur, qu'on finisse torse contre torse avec les lifters, c'est ultra important. Pareil, ce que vous pouvez faire, c'est foutre un tour de scotch autour du boudin et pour que ça soit la ligne des cales ou la ligne des fesses et pour qu'on entraîne les mecs à avoir des bonnes prises parce qu'il y a très souvent des erreurs. Vous regardez n'importe quel match à n'importe quel niveau, il y a tout le temps des erreurs où le mec il chope au-dessus de la cale ou il rate la fesse. Enfin, il y a ça aussi à entraîner quoi. Donc sur les lifters. Et après, pour revenir à ta question pour le jeter, ça dépend la catégorie avec laquelle tu évolues, dans quel niveau, les prédispositions physiques de tes mecs. Mais c'est ma conviction en tout cas que n'importe quel joueur, à part si vraiment tu es en cadet, et là c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas quand tu te rapproches plus des niveaux seniors, on doit commencer à jeter de plus en plus haut parce que là il y a des blocs qui se font de plus en plus haut. C'est le nouveau standard de lift, c'est des lifts jetés. Et avant, enfin même toujours, on disait quand on fait une déviation, il faut jeter les lifts, mais quand on fait un moll, il faut garder pour qu'on aille plus vite. Et franchement, il y a 2 écoles, mais c'est il faut que l'entraîneur soit bien aligné avec ses mecs sur ce qu'il attend et après ça
c'est en fonction du groupe, quoi. Je fais un petit rappel pour les gens peut-être qui... Mais le jeter, aujourd'hui, vous allez peut-être voir des fois passer des photos où vraiment les lifters, plutôt que de tenir le gars en l'air, vont vraiment le balancer en l'air et du coup ça demande de la coordination et aussi un beau gainage du sauteur qui n'est plus tenu, mais ça donne des superbes photos en tout cas, en tout cas à la télé. Ça, c'est sûr. Juste en 2 secondes, est-ce qu'on attrape par le short ou on n'attrape pas par le short pour lifter? Pareil, pour déjà, peu importe le niveau, essayer d'avoir des cales sur l'avant de la cuisse pour qu'on puisse avoir une bonne prise. Vous pouvez faire un petit. Je sais que beaucoup de monde utilise la fin strap, du rouleau de strap, mais essayez de choper. Je sais pas qu'est-ce que. Avant, quand je jouais, je prenais des morceaux de semelles de chaussures que je coupais en deux et que j'enroulais avec du strapal et ça faisait en gros juste trouver un objet qui peut te dépasser, qui peut rajouter une prise, quoi. Une prise d'escalade, en gros, c'est ce que vous cherchez à avoir. Je sais qu'il y a des marques qui fabriquent des cales déjà faites et pareil, très honnêtement, si vous avez des cales qu'on peut acheter dans les magasins de sport là, tu sais, les trucs noirs là, où il y a déjà le tissu intégré. On peut pas jouer en match avec, je pense. Ah si. On peut jouer en match. Ok, un temps on pouvait pas, je pense. En tout cas, j'ai déjà vu des mecs, j'ai déjà vu plein de personnes jouer avec. Et ces cales, ça permet aussi, je sais que toi dans le cadre d'entraînement, que les mecs puissent s'entraîner avec des cales, parce que ça aussi, bon, ces cales là qu'on peut acheter dans le marché, elles coûtent pas cher, mais les mecs qui s'entraînent sans cale très souvent dans un niveau amateur parce qu'ils n'ont pas envie de se strapper, ça se comprend, c'est un budget le strap. Exactement. Mais même en match. Oui, même en match, mais du coup acheter ces cales, c'est quand même c'est un budget c'est un budget que même en amateur, pour moi, si c'est autorisé, je connais pas exactement la règle, mais il me semble que c'est autorisé parce que j'ai déjà joué avec, j'ai déjà vu plein de mecs jouer avec. Ça t'enlève un budget énorme de strap. Enfin, c'est un rouleau par mec. Ouais. Et donc t'as quoi? T'as 4-5 sauteurs. Et plus ceux qui se strappent, ils sautent pas mais ils font genre au cas où. Voilà. Et donc franchement, moi c'est un truc qui n'est pas fait parce que c'est il faut faire la et tu vas pas jouer avec ça, c'est quoi. Donc forcément c'est un peu mal vu pour l'instant, mais quand tu réfléchis, oui, c'est pas bête du tout. Est-ce que toi aussi tu as déjà eu un entraîneur qui a mis des cales à un mec qui physiquement ne pouvait pas sauter mais juste pour faire croire qu'il allait sauter? C'était jamais arrivé ça? Alors moi j'ai déjà fait j'ai déjà fait faire ça à des gens. Ils vont croire qu'ils sautent. Mais c'est dans le cas où t'as pas prévu qu'ils sautent. Ouais. Mais si jamais il y a un blessé, tu comprends, il faut que tu mettes les cales et tout beau gosse. Donc ouais, ça c'est compliqué. Et bon. Ok. Bon, on tarde pas sur ça, on continue sur le sauteur maintenant. On va essayer d'y passer assez rapidement parce qu'on tarde déjà sur ce thème. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment on fait progresser un sauteur? Il y a le fait d'être en l'air, donc d'avoir moins de repères, d'avoir aucun repère au sol et d'attraper un ballon, d'avoir les mains au-dessus de la tête qui peut aussi déséquilibrer. Ouais. Il y a aussi peut-être le timing. Est-ce que c'est le sauteur qui annonce quand est-ce qu'il démarre? Enfin, il y a des touches où c'est le sauteur qui démarre. Ça, pareil, c'est dans ce premier thème là où on parle de technique et comment amorcer ce travail-là. Il y a le sauteur, lui, son rôle, c'est d'être encore une fois comme le lifter, très efficient avec les appuis et comment il se déplace au sol, parce qu'encore une fois, plus je gagne du temps au sol, plus vite je suis en l'air. Et encore une fois, il y a des vidéos comme tu as dit avec Karim Ghezal qui explique très beaucoup mieux que moi comment se déplacer, quel type d'appui on a dans une touche. Mais pareil, un autre truc qui on doit de moins en moins voir, pour moi, c'est les gars qui disent saut. Ouais. Oui, saut, on disait saut avant parce qu'on ne savait pas exactement où on allait et il fallait qu'on se démarque et du coup il fallait réagir par rapport à ça. Sauf que là maintenant on sait exactement où on va, on sait exactement où est-ce qu'on saute, donc on n'a pas besoin de dire saut. Ouais, sur une annonce prédéfinie, il n'y aurait pas eu. Mais même toutes les annonces, même si on verra après, mais il y a des séquences, toutes les touches qui existent font forcément appel à une certaine séquence d'appui. Les appuis, on a un pas en avançant sur place, 2 pas en avançant, une feinte et on recule, on saute,
une feinte et on avance. Enfin, il y a. C'est plus des schémas à apprendre. Ouais, voilà. Une sorte de plein de petites routines et. C'est ça. Et être efficace sur ça. Ok. Le pas en arrière. Enfin, c'est. Ok. Il y a plein de trucs comme ça. Pour ce qui est du maintenant la partie aérienne, sauteur, attraper les ballons, c'est de la répétition là aussi. Est-ce qu'il y a des petits exercices avec des balles, des. C'est de la répétition, c'est tout con, mais de se prendre, par exemple, je te prends sur les épaules et c'est toi qui travailles ta déviation. Ok. Tu es complètement dissocié du bas, ton bas il peut plus t'aider. Ouais. Et en gros, c'est juste ton haut qui travaille. Pour ça, on a eu fait ça. De se mettre en tribune et de travailler avec son lanceur. Toujours essayer de garder. Les doigts et les pouces connectés, comme ça on. Faire une sorte de triangle. Parce qu'on monte, souvent beaucoup de gens montent d'extérieur en intérieur pour attraper la balle. Ouais. Le but c'est on monte les mains en vecteur, nous disait notre cher ami Manu. Et on monte les mains en vecteur et comme ça tout reste ensemble. Et les bras montent dans l'axe et on fait pas, les bras n'arrivent pas du exactement. côté. D'accord, donc, on monte voilà. comme une sorte de flèche. Flèche Quelle polynésienne. image. Ouais, Quelle voilà. image. Faut donner des images aux gens. Il y a des flèches un peu plus aiguisées que d'autres. Mais... D'accord. Bon, on va finir par le lanceur. D'ailleurs, une grosse pensée pour tous ces lanceurs qui sont souvent en plus, engueulés, alors que la touche, tu viens de le dire, l'expliquer, c'est vraiment le facteur de plein d'acteurs. Bien sûr, c'est la résultante. C'est celui souvent qu'on engueule, alors que c'est souvent pas de sa faute. En plus de ça, se rajoute à la difficulté en amateur des ballons pas de qualité tip top. Ouais. Ça, peu importe la qualité à laquelle on joue, il y a la météo qui influe, la pluie, le vent, enfin bref. Donc toutes ces choses-là, c'est très très dur pour le talonneur. Il faut juste avoir une idée de quel lancer pour quelle annonce. Si j'ai blabla A1, on sait que c'est le sauteur du milieu qui avance. Il faut que ça soit un lancer plutôt tendu. Ok. Un truc où on fait une feinte devant, on recule derrière. Il faut que ça soit un peu plus lobé, comme ça je passe par-dessus le bloc. Il faut qu'en gros, le lanceur, pour chaque annonce, il sache, ok, ça c'est mon lancer, ça finit sur les 8 mètres à peu près. Faut pas être non plus sortir le mètre, mais juste essayer d'avoir une idée de comment lancer pour quelle annonce. Et savoir que c'est différent. Est-ce qu'on peut aller pousser le truc, même si la compo peut changer, à suivant le sauteur? Ah oui, exactement. Il y a des mecs, forcément, ils vont monter, comme on a dit, il y a des flèches, ça va monter très très vite. Et il y a des flèches, ça va monter, des poids lourds où ça va monter un peu plus lentement. Donc oui, c'est exactement, c'est des affinités à trouver avec ces sauteurs. Savoir que il y a des différences entre chaque vitesse de montée, quoi. Si on devait juste, si tu devais donner là 3 conseils, ou voire même 2 pour juste un lanceur très précis. Moi je m'y connais pas grand chose, mais je sais qu'il faut garder les coups d'eau, essayer de rester quand même dans une sorte d'axe. Est-ce que tu as un truc précis ou c'est vraiment un geste qu'il faut répéter et qu'au fur et à mesure on perfectionne sans qu'il y ait réellement un schéma précis Après j'ai pas toutes les réponses, mais pour un lanceur, pour moi le premier truc que j'essaie de voir avec les lanceurs, c'est leur placement sur le ballon, comment ils prennent le ballon. D'avoir la main qui donne la vrille, qui est un peu plus haute sur le ballon que la main qui dirige. D'avoir la main qui dirige, la main faible du coup, qui a le pouce qui est bien actif pour ajouter cette belle rotation. Et après, comme tu as dit, les coups d'eau, les mains qui finissent vers la cible. Mais après, il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde. Il n'y a pas un remède à tous les problèmes. Chacun est différent. Il faut juste connaître son lancer. Ne pas hésiter. On a tous cet outil avec nous. C'est notre téléphone avec le mode ralenti. Vous filmez de dos, sur le côté et de face. Et vous allez voir tous les petits trucs qui ne peuvent pas aller. Et pareil, avoir le ballon qui sort des mains, qui essaye d'être le plus plat possible. Et pas quand le ballon il sort comme ça, beaucoup plus lent dans l'air. Parallèle au sol pour. Voilà, exactement. Donc voilà un peu des axes. Bon,
Super, on va passer au thème 2, qui est moi le thème qui me passionne. Parce que même si je ne suis pas passionné par la touche, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue plus qu'il me passionne. Bah tiens. Les annonces. Et alors, Au je veux 4, c'est 2. je veux qu'on parle des annonces sur deux choses. Ouais. Est-ce qu'on pré-annonce ou est-ce que on rentre en touche et on voit ce qui se passe? Je sais que les deux se font, je sais qu'on peut pré-annoncer et réagir. Je veux vraiment que quand tu nous décris ça, tu aies une vision assez globale du niveau, bien sûr, du haut niveau, mais aussi du niveau faible. Parce que moi, trop souvent, ce qui m'embête, c'est des pré-annonces. Et on Alors qu'on saute sur le seul mec qui saute en face. Tu vois, je te parlais du mec gros qui a mis les straps pour faire croire qu'il sautait. Et ben, on saute pas sur lui, on saute sur son pote. des qui bouts fait, d'arrosoir. Des morceaux d'arrosoir. Ça peut être des cales de son. Pardon. Très Donc, bien, vas-y. très bien, un petit tipi. Donc des annonces totalement folles comme ça, ou tout simplement, moi celle que je préfère, c'est souvent quand on vient faire une feinte sur personne pour reculer sur un bloc déjà en place. Bon bref, il y en a des millions et je sais que c'est dur la touche et la lucidité d'annoncer, tout ça. Mais je me suis quand même souvent tiré les cheveux. Donc je veux ton avis sur ça, sur le fait de préannoncer ou le fait de rentrer en touche et de choisir Je sais la pas touche. qui c'est l'annonceur à la Reims, mais il est en train de ramasser. Non. Je rigole. Me mets pas en Alors, porte-à-faux. non, jamais. Il y a, de ce que je sais en tout cas, il y a 3 façons d'annoncer. Il y a la première façon, c'est la plus simple, où on a une pré-annonce, on rentre dans l'alignement et on fait ce qu'on a dit. Ok. Indépendamment, on peut visuellement voir ce qu'il y a ou plus on choisit, on a Là, choisi de c'est faire par cette exemple première touche du match. Je sais que la touche, on joue contre La Rochelle par exemple. La Rochelle, il laisse devant. Je fais un truc devant, on dévie pour le 9 et on joue. touche. Ok. Tu vois? Des trucs où on sait, c'est des valeurs sûres, entre guillemets. Et donc ça permet aux joueurs de s'enfermer dans leur préparation, de savoir que le mec, le sauteur qui va sauter, il faut qu'il fasse ce pas. Le lifter arrière, il faut qu'il place bien ses mains parce que le mec devant qui saute devant, il est un poil plus lourd. Le Peu lanceur, il d'incertitude, peut... les Il n'y a gens. pas d'incertitude, les mecs ils sont verrouillés et les joueurs trouvent beaucoup de confort dans ça. Ok. Le deuxième style, c'est on n'a pas de pré-annonce, on rentre et on fait 1, 2, 3, 5. Ouais. Bref, vous prenez les chiffres, les lettres que vous voulez, ou les mots que vous voulez. Et ça, c'est vraiment, on est dans l'adaptation et que dans l'adaptation. C'est ce que je pense être le le mieux, mais aussi le plus dur de par la lucidité, de Alors, la vision qu'on a, qui est dans l'alignement, où est complet. positionné l'annonceur. Après, par rapport à ça, ces annonces-là, il faut que ce soit des trucs qui soient très faciles. Faut que... Et pareil, vous pouvez faire des annonces avec des gestes, vous pouvez faire ce que vous voulez, des chiffres, ce que vous voulez. Mais c'est le plus dur à mettre en place parce que tu peux pas faire des annonces, des mouvements de folie. Faut que ça aille très vite. Faut que ça soit simple, Faut que ça rapide. soit très très simple. Genre, si je monte 1, c'est on va devant, 2, c'est on va au fond. Ouais. Tu vois, des trucs très très simples. On joue sur la zone entre guillemets faible. Exactement. Et sur nous, notre rapidité du fait qu'on sait que quand on rentre dans ce dispositif, on n'aura pas à faire la 49 bis quick où on va devoir bouger 3 fois. C'est des choses. Complet. Soit à l'intention, soit une feinte et on saute. Exactement. Et donc, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est les non-annonceurs. Ce qu'ils veulent, c'est celui où on a une pré-annonce et on s'adapte pas. C'est très facile. Les coachs et les annonceurs, ils veulent des trucs où on soit que dans l'adaptation. Ouais. Et le troisième style, en gros, c'est un compromis entre les deux, où tu as une pré-annonce, mais tu as aussi des portes de sortie devant, derrière. Enfin, ça, c'est en fonction de l'équipe, mais il y a des portes de sortie possibles. Ce qui veut dire, si je te comprends bien, on rentre, on a prévu de faire la 40 000 quick, sauf qu'on voit que c'est libre au fond et que 40 000 quick on va sauter devant. Exactement. On a une touche de sortie qui est là comme dans le deuxième cas, quelque chose de très simple où juste on va juste sauter derrière. C'est ça, tu fais une couleur pour aller derrière, j'en sais rien, une marque de voiture pour aller devant, Ok. ce que tu veux, enfin c'est ce que tu veux.
Ce qui demande du coup que quand, sur cette troisième option, on rentre, on ait un temps d'observation. Parce qu'on rentre et on fait. C'est ça. Voilà. Les annonceurs, le problème, c'est quand il y a des choses où on doit s'adapter à l'adversaire. Il y a beaucoup d'équipes où l'annonceur il rentre, et il se tourne direct face au talon et il rate pas ce qui se passe en face. Et du coup, il récite un peu dans sa tête ce qu'il pense ce qui va marcher, quoi. Donc c'est aussi important pour l'annonceur qui prenne les infos, qui rentre tranquillement, qui regarde tout ce qui se passe. Et après, pareil, on va en parler plus tard, mais il y a les défenses qui peuvent changer des images. S'ils défendent à 6, ils peuvent être fermés dans 2 blocs, qui peuvent s'installer devant et milieu, et qui au moment où on rentre dans la touche, peuvent décaler et être en milieu et fond. Et donc aussi comprendre ça, et c'est là où les équipes essayent de réfléchir sur des manières de plus en plus discrètes de comment annoncer sans que l'adversaire voit ce que l'équipe fait. Je ne vais pas citer le nom de l'équipe, mais il y a une équipe où l'annonceur ne regarde jamais le talon, et quand il regarde le talon, ça veut dire qu'il veut le ballon sur lui. Ok, ouais. Donc c'est vraiment tout le monde doit être très attentif, quoi. Ouais, faut pas un mec qui papillonne au milieu, quoi. Il y a une autre équipe qui... Attends, je sais plus s'il se gratte la tête ou... Enfin, après, du coup, tu commences à voir des trucs... genre, il y a Brive, ils font le mec du milieu. Merde, j'ai dit le nom. Désolé, Brive. Quand il pousse le mec devant lui, ça veut dire qu'il saute en reculant. Ok. Et plein d'équipes ont plein de codes qu'ils essaient de réfléchir. Et donc voilà. Ok. Mais c'est toujours dans les annonces, le plus important, c'est en amont, comprendre, si vous avez de la vidéo, comprendre comment la défense défend. Il y a 3 styles de défense. Il y a miroir, où les mecs ils regardent, moi je te regarde toi, le mec, le sauteur, il regarde chacun son mec. Et là on fait ça. Un système plus simple à lire, c'est quand on est en bloc. Et tu as une version un peu mélangée, hybride des deux, où on est en lecture, mais il y a des principes dans notre lecture. Il y a des demi-blocs préfaits, voilà. Des mecs et qui peuvent bouger. Voilà, exactement. Si on défend à 5, par exemple, ça peut être on verrouille au milieu, et par exemple, dès qu'il y a du mouvement, le mec du milieu, soit il lift le premier sauteur, soit il lift le deuxième sauteur. Tu vois, c'est un miroir, mais avec des principes, mais il y a aussi des blocs dedans. Enfin, c'est un hybride des deux. Voilà. Ok. Très intéressant sur cette partie annonce. On va parler aussi, tu as parlé un peu de la défense du coup. Défense. C'est au basket ça. Pas encore au rugby. D'ailleurs le public, je réfléchissais au public, au rugby, le public, ils chantent pas vraiment. Tu sais, je regardais les JO. Ouais, Hamas. Non mais c'est un sport où au foot ils peuvent chanter et tout. Nous il y a trop de temps où genre les gens, tu sais, ils chantent, après ça s'excite donc ils arrêtent de chanter. Ou ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout le temps de l'action. C'est pas un sport où on peut chanter. Mais le foot c'est ennuyant donc forcément. Ouais, c'est vrai, mais du coup, ça fait qu'ils peuvent chanter les gens. C'est vrai. Mais il faudrait mettre. Mais je crois que c'est au Racing qui mettent défense. Je crois, peut-être que je me trompe. La meilleure ambiance du top 14. Bon, on va aller un peu parler de défense du coup. Là aussi, qu'est-ce que tu conseilles Je vais parler un peu pour. Si t'es un mec spécialiste de la touche, lui, il va sûrement vouloir défendre en lecture. C'est un mec qui va sûrement vouloir essayer de lire les zones. Est-ce que si tu as moins ce joueur, est-ce qu'il vaut mieux verrouiller des zones, verrouiller peut-être le potentiel meilleur sauteur C'est en fonction de ce que vous avez dans l'équipe. Si vous avez 3 mecs qui sont bons dans la lecture, il te suffit juste de 3 mecs et après tu peux composer, tu peux être en miroir. C'est beaucoup 3 mecs. Oui, c'est exactement. Mais le problème c'est que si tu n'as qu'un mec qui est très bon dans la lecture, c'est juste il faut mettre les 2 sauteurs sur des blocs, et pareil ces blocs ils peuvent naviguer et vous pouvez changer les images. Il y a plein de choses à faire, mais ça dépend vraiment ça répond pas vraiment à la question et je m'échappe un peu, mais ça dépend de ce que vous avez dans l'effectif, quoi. Si vous avez que 2 sauteurs, vaut mieux privilégier défense en bloc. Et par contre, si vous avez des mecs qui sont un peu plus fins et plus aériens, et qui après le miroir, ça s'apprend. Il faut que surtout en miroir, les mecs ils aient tout le temps le plus possible les mêmes rôles. Il faut que le second sauteur il reste second sauteur. Il faut que le premier il reste premier, et comme ça ils ont l'habitude de travailler ensemble. Quand ou comment. Enfin,
Ça, c'est très important. Et là, je te pose la question ultime. Balai. Comment, du coup, on bosse la touche def, sachant que on connaît toutes nos touches off? Mais tu demandes à l'attaque de faire le moins de choses avec des annonces sur l'alignement. Ou pareil, tu dis à ton attaque de. Tu vois ce que je veux dire sans annonce dans la. Non, j'ai pas suivi. En gros, tu travailles ta défense. Donc tu demandes à l'attaque de faire un mouvement, peu importe, et juste qu'il n'y ait pas de signal de. Ok, oui, bien sûr. Juste qu'ils arrivent, qu'ils fassent celui qui doit déclencher, il déclenche. Ok. Tu vois. Et pareil, si vous avez des pré-annonces, comme on a dit, si une couleur c'est fond et Ferrari c'est devant, vous inversez. Ok, ouais. Et comme ça, juste une petite stratégie. Voilà, et c'est juste pour que les mecs soient bien concentrés et qu'ils essayent de pas trop se fier aux annonces qu'ils connaissent déjà. Parce que pareil, quand on voit les oppos entre lignes et que voilà, j'arrive et on est en oppo équipe contre équipe dans la même équipe, enfin du même club, et qu'on dit Ferrari. Ouais. Et après on fait la Ferrari et les mecs ils sont surpris que la défense vole et du coup c'est logique. Ouais. Parce qu'il faut aussi stimuler dans les entraînements j'aime bien revenir sur les niveaux plus bas, mais des fois on bosse avec une équipe, l'autre elle est en oppo, mais si on veut aussi être meilleur en touche def, il faut aussi qu'on stimule ce touche def quoi. Enfin, bien sûr. Dernière question sur les annonces. T'es plus un coach qui va avoir 100 touches et qui va en choisir 12 pour le match très précises. T'es quelqu'un qui renouvelle. Alors ça c'est ma première question. Déjà, est-ce que tu fais un carnet de touches par match? Et ma deuxième question c'est est-ce que t'es quelqu'un qui va voir une touche, ça va t'intéresser, tu vas souvent renouveler ton carnet, ou t'es quelqu'un qui a des touches fiables et qui se dit si on fait très bien techniquement nos annonces, tout ça, il n'y a pas de raison que déjà on les ait pas. Ça, c'est une très très bonne question. Franchement, tu m'épates avec cette question. Allez, ciao. C'est vraiment très intéressant comme question. Moi, je suis plus de l'école où on peut rajouter petit à petit 2-3 annonces par-ci par-là. J'ai un panel d'une 50aine de touches, on va dire, à peu près. Quand même. Oui, après, t'es sur du très haut niveau. Enfin, très haut niveau, oui. Aujourd'hui, 50 touches, c'est. Oui, mais après, il y a une logique derrière les annonces. Genre, je vais pas dire nos annonces, mais il y a une logique, une logique derrière. Du coup, une fois que tu as la touche à 5, tu as la touche à 6, parce que c'est. Oui, bien sûr. B92, c'est pareil que ça soit à 6 ou à 5. Tu vois, donc en soi, j'en ai 50, mais dans la réalité des faits, j'en ai 15, 20. Des mouvements différents. Et donc, le mouvement, c'est. Enfin, bref, je vais pas non plus. Voilà, me griller. Mais moi, je suis plutôt dans l'école de. J'ai 50 touches sur la saison à peu près qui vont arriver. Et par match, je sais que, encore une fois, quand je joue contre La Rochelle ou MHR, il laisse devant. Donc, on va adapter le game plan pour avoir des touches devant, quand même essayer d'avoir quelques touches milieu-fond. Et il y a des touches où je sais que fin de devant et retour milieu, contre La Rochelle, ça sert absolument à rien. Parce qu'ils vont te baiser. Parce qu'ils vont te laisser devant dans tous les cas. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ces. Quand on dit laisser devant, c'est juste que c'est des équipes du coup qui, si on reprend la défense, défendent en bloc et prennent le. Ils défendent pas tout à fait en bloc, mais ils font le choix de vraiment laisser un espace libre devant pour te limiter tes options de. Alors ils descendent de temps en temps, ou quand je dis descendre, c'est ils passent des 10 au 5 des fois et ils vont défendre le devant. Mais en général, ils vont faire un système un peu hybride avec un sauteur milieu, un sauteur fond, un mec qui navigue entre, et bon, bref. Et donc, oui, ils vont laisser devant, et après, t'as plus qu'à adapter tes annonces par rapport à ça. Ok, très intéressant. Pour clôturer ce truc, non, je vais là aussi remettre une pique sur du coup. Je pense qu'il faut garder les choses quand même simples. Que je le vois tous les week-ends, les mecs qui me font des touches qu'ils ont vues à la télé en top 14, c'est pas parce qu'ils le font en top 14 que ça marche. Les triple feintes où le lifter recule, trébuche. Je pense que plus tu es à un niveau bas, plus il faut être simple.
et juste s'assurer d'avoir une bonne technique, une bonne coordination et annoncer la bonne zone plutôt que de faire une triple feinte. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est juste le dernier point sur la partie annonce. C'est toutes les équipes que j'ai vues dans le secteur amateur, dans le niveau amateur, pardon. Il y a toujours la même touche où peu importe le mouvement avant, c'est une touche à 6 en général, et ils se retrouvent avec 2 blocs en l'air et le talon il doit choisir entre. Même les équipes professionnelles ne le font pas. C'est tellement dur. Donc j'ai jamais compris pourquoi au niveau amateur on devrait y arriver. Voilà, ça c'est juste ton petit coup de gueule. Moi je trouve que c'est. Non, mais les gens vont souvent se compliquer et on en revient à la base de notre sujet. Ils pensent qu'ils n'ont pas leur touche, donc il faut faire plus dur, plus fort. En fait, il vaut mieux faire très bien des choses simples avant de commencer à faire des choses plus dures. Et Balai. Part très bien, on parle notamment Yes, de la oui, technique. complètement d'accord. Perfecto. On passe à notre troisième sujet. Et Oula! une fois qu'on a une autre touche, si on a une autre touche, c'est comment on sort de cette touche. Donc, on va un peu nommer les 3 types de sorties. Donc, il y a le molle. On va pas passer 2 heures sur tout ce qui est la constitution parce que ça demanderait un tableau et des schémas, tout ça, mais tu vas quand même nous en parler. Il y a tout ce qui est les articulations autour du molle, que ça soit devant ou derrière, dans les 5 Ça veut ou dire quoi, les devant, 15. derrière Dans les 5 ou Grand côté, petit côté. grand côté, petit côté. Toi, t'as un cheval sur Pas sur pas grand chose. Et enfin, celui dont on parlera moins ou pas du tout, c'est juste les déviations. Nous, on s'intéresse à la touche, donc une fois qu'on dévie, après, c'est ballon, Voilà. balle à l'aile, la vie est. Et ben là. La vie Eh est ben là, ouais, pas toujours. Ben, je commence à être le plus simple. Déviation, c'est soit tu dévies en haut, soit tu dévies ça, en c'est bas. intéressant, par contre. Quand tu prends devant, tout ce qui est des 5 mètres jusqu'aux 8 mètres, il faut, à mon sens, privilégier de libérer en bas parce que la touche est finie à partir du moment où le sauteur dévie pour le 9. Donc, l'alignement en défense peut commencer à infiltrer et à essayer Couper de la gêner. transmission à 9-10. Voilà, exactement. Donc, quand il y a des prises de balles, voilà, comme j'ai dit, entre 5 et 8 mètres, il vaut mieux privilégier une feinte en haut et on libère en bas. Comme ça, On peut faire faute à un mec qui va aux 3 quarts chasser. défensifs, aux 3 quarts de l'équipe qui défend, la ligne de défense, elle peut monter. Ils peuvent être hyper assidus sur le fait de dès que ça dévie, on monte. Mhm. Donc, au très haut niveau, il y a l'arbitre vidéo qui dit voilà, j'ai un exemple avec l'Argentine et l'Australie. L'Australie qui est en attaque, fin de déviation en haut qui libère en bas. La ligne défensive des Argentins pris hors jeu, pénalité. Okay. Très intéressant cette petite subtilité. Ah oui. Ensuite, il y a tout ce qui est articulation autour d'un faux molle. Les Toulousains sont très bons là-dessus avec un Peato Mauvaka qui s'enroule autour du faux molle ou Jules Marchand. Explique-nous pour les plus incultes, du coup, quand on parle d'articulation autour du faux molle. Il y a plusieurs styles. Il y a en gros, Si tu devais à partir d'un l'expliquer en très 10 secondes, rapide, là. 10 secondes ça va être chaud, mais Juste pour placer le thème, et après tu En gros, les faux molles, c'est où on essaye de feinter un molle, donc on essaye de resserrer tous les joueurs de l'alignement défensif autour de ce molle, et on essaye d'exploiter les cassures qu'il peut y avoir autour, soit petit côté, soit grand côté. D'accord. Non, c'est bon, tu peux Merci beaucoup. C'est pour, on sait jamais. Et donc il y a plusieurs styles. On peut soit faire comme les Toulousains qui le font beaucoup, il y a l'arracheur qui prend le ballon et qui donne pour le talon, qui fait un arc de cercle vers l'extérieur, vers la ligne 3 quarts là, qui vient attaquer la déconnexion entre l'alignement défensif et la ligne de 3 quarts défensif. Ouais, cette zone, ce no man's land, j'aime bien l'appeler. Ah oui, magnifique. Ah ouais, c'est une zone. Le no man's land. Toulouse l'exploite beaucoup, c'est vrai. Mais même des fois, même juste Même il dévie Lebel qui a mis un essai comme ça. Juste Oui. un retour inté. Enfin, Oui. Ah non, mais c'est le meilleur. Si tu arrives à choper tout le monde dans ce molle et si tu arrives à tenir les mecs, à tenir les mecs à l'extérieur du faux molle, si tu arrives à retenir des joueurs défensifs, le talon qui fait le tour, il essaye de faire croquer le relayeur défensif adverse. En général, à l'intérieur, il y a plus personne et là, on peut faire juste une petite retour inté, exactement comme tu as dit, Mathis Lebel contre
Munster. C'est en Coupe un truc d'Europe. comme Ouais. ça, ouais. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, il y a celui-là, du coup, où l'arracheur il donne au talon. Il y a l'arracheur qui prend tout simplement et qui va péter Ouais. dans la déconnexion, pardon. Et L'avantage de l'arracheur qui est dans le talon, ça, je pense que ça nous donne une plus grosse amplitude. Enfin, on peut aller jouer peut-être un peu plus large par la passe, alors que si c'est l'arracheur qui part, alors lui, là, c'est ce type, c'est d'abord il porte et on voit ce qui se passe. Et peut-être qu'il peut passer ensuite, mais d'abord il porte. Et après, il y a carrément le style où on part sur une passe et on amène le surnombre avec le 9 et le 9, l'ailier fermé. ok, ouais. Ou vraiment c'est le talon arracheur pour talon, talon qui décale 9, et en fait on joue derrière, mais juste on se rajoute le 9 dans premier attaquant. Ouais, c'est ça. Ok. Comme ça, tu gagnes un +1 offensif. Il y a aussi ce que fait pas mal d'équipes en top 14, souvent dans des touches dans l'air 22, où l'arracheur va faire la passe dans l'axe au numéro 9. C'est ça qui se dégage au pied. Ouais. Ouais. Ça, c'est l'équipe de France qui utilise beaucoup. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a beaucoup d'équipes qui utilisent ça. Il y a plein de choses. Il y a aussi les retours, il y a les articulations pour des retours petit côté, plutôt en zone de marque, Ouais. où on veut exploiter le fait qu'il y ait, par exemple, que le demi de mêlée Ouais. dans le petit côté, et il n'y a pas un deuxième, soit un ailier, soit un talonneur qui garde le petit côté aussi. Donc quand vous voyez une équipe avec juste un 9 petit côté, il y a plein d'articulations où vous pouvez prendre le ballon et jouer ce petit côté avec soit un 2-1, soit un porteur très dynamique qui attaque le 9 en one-one, quoi. Par rapport à ça, là aussi on parle de la finalité. Quel est le rôle des mecs qui ont lifté, des mecs, parce que je l'ai vu annoncé très souvent et pas toujours réalisé, parce que le problème il est en amont. Il faut que vraiment sur un faux moll, tous les joueurs offensifs aient un comportement d'un vrai moll. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu es ce faux molle pour attirer tous les joueurs de l'alignement défensif. Si tu as deux mecs qui s'oublient ou qui ont la flemme, Ouais, parce qu'ils concrètement, savent que ça va être un faux moll. exactement, qui viennent pas, du coup les deux joueurs en plus qui devraient être aspirés par eux, au final ils vont rester là et on a plus de surnombre, on a moins d'espace, etc., etc. Donc déjà, la base c'est qu'il faut qu'il y ait une structure de molle parfaite. Il faut que tu aies tous les mecs dans les bons espaces. Et ensuite, le mec qui est à l'extérieur de l'arracheur, je sais pas si vous arrivez à comprendre l'arracheur, celui Ouais. qui est à l'extérieur Ouais. de lui, il faut qu'il vienne presque en travers et qu'il essaye de consommer le maximum Ok, ouais. de joueurs défensifs Il a dans un ce peu de faux moll. vis à attraper Exact, du monde. et qu'il essaye de les garder proches de lui. Et comme ça, comme j'ai dit, ça augmente ouvre des espaces, ouais. voilà, le surnombre et les espaces grand côté. Et après, sinon, l'arracheur bien rester bas et de bien feinter ce moll. Et sinon, c'est. Voilà. Est-ce que tu priorises, peut-être pas sur la partie arracheur et tout, mais que même on avance, même je sais que si on avance, si on avance trop, ben bien sûr on enlève la ligne d'hors-jeu, enfin on enlève les 10 mètres de défense, tout ça, mais dans l'intention, peut-être le fait d'avancer, ça peut aussi mettre plus en difficulté. Concrètement. On y va pour faire un moll, quoi. Et après, il y a les Concrètement, mecs c'est qui. ce que Toulouse fait, je crois. Je crois que c'est Toulouse. Et quand ils prennent en fond, par exemple, vu que ça fait beaucoup de distance pour le talon pour parcourir, pour faire la passe arracheur pour talon, ils avancent un petit peu d'abord et ensuite ils. Ok, ouais. Ils ensuite, retardent ils un font peu la leur passe. animation. Il me Ouais. semble, hein. Mais oui, complètement. Et on peut faire avancer ce moll pour, encore une fois, faire venir le plus de joueurs possible. Et toujours, il faut que le talon avec le 9 et si on peut avoir l'ailier dans l'axe, si jamais il n'y a plus qu'un type ou deux types, jouer un 3 contre 2 petit côté ou un 3 contre 1 petit côté, ça c'est toujours des options qui peuvent Des arriver. options faciles qu'il faut arriver à voir. Maintenant, le plus intéressant. Maintenant, ce qui me passionne, On va faire des le molles à moll en sec. lui-même. Le moll en lui-même, plusieurs écoles, Ouais. voire même des milliers d'écoles de formation. Si on pouvait en ressortir du moins, parce que ça va être assez dur d'expliquer tous les aspects, parce que Non, en vrai, il y ça a reste deux quand même très écoles. technique. Mais que tu nous expliques peut-être les deux grands courants du moll et surtout les entre guillemets, les techniques, les choses à faire qui sont indépendamment des deux grands courants. Il y a des choses qui doivent être communes pour réussir un moll.
Il y a deux écoles de ce que je vois, et pareil, j'ai pas trop réfléchi, mais ça se trouve en réfléchissant, je vais en trouver un troisième. Mais il y a ceux qui préfèrent impacter fort et démarrer vite. Mhm. Et Au il y a- risque d'avoir peut-être une moins bonne construction. Exactement. Et ceux qui préfèrent justement avoir une très bonne connexion, prendre le temps et organiser le truc. Et ensuite partir. Il y a deux écoles complètement différentes. Il y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dans les stats, je pense pas. Je me suis pas trop penché non plus, mais il n'y a pas de vérité. C'est en fonction de l'effectif et des joueurs que tu as. Mais il faut que tout le monde soit aligné sur quel style tu as. Ouais. Il y a, et Quand après, tu dis sur impacter, c'est qui vient impacter? C'est que tous les joueurs ils rentrent, bon, je suppose le plus synchronisé possible, mais ils rentrent dans le mall, quitte à avoir une moins bonne position, mais ils rentrent pour dégommer le mall. Ouais. Là où au contraire, peut-être que les autres vont bien se placer après sur un langage commun, tel que Pusha dans les basques. Push à m'enrouler. Et de tous ensemble, une fois qu'ils seront en place, vont avancer, c'est ça? C'est un ça. peu, C'est ça, ouais, complet. Et il y a plusieurs écoles et soit t'impactes fort avec, donc on parle souvent de la première ligne. Il y a beaucoup de parallèles en fait entre le mall et la mêlée. Et donc la première ligne du coup là, ce serait le bloxo. Ensuite, tu as ta deuxième ligne c'est eux qui vont rajouter l'impact. Donc c'est eux, soit ils se lient tous les trois, ils impactent. Soit il y a juste l'arracheur qui impacte et ensuite les deux qui apportent un deuxième impact. Encore une fois, c'est en fonction de l'équipe. Mais voilà les différentes façons d'impacter un petit peu. Sur la partie du bloc-saut, est-ce Ouais. qu'il peut y avoir des différences suivant le type de molle? Parce que on voit, moi ce que je vois quand même assez souvent à la télé, c'est que comme si le bloc-saut venait faire un câlin et les trois restaient assez droits. Je pense que ça c'est plus la technique de construction. Ouais, c'est ça. Encore une fois, là il y a deux écoles. Il y a l'école de soit je reste debout et je suis en tuteur et j'essaye d'interdire un joueur défensif qui essaye de saquer le mol, donc de faire tomber le mol avant que ça soit construit. Juste pour l'expliquer, du coup, c'est les deux du côté, enfin les deux lifters liftent. Les deux Et lifters, quand ils ouais. le font retomber, ils restent font droits un et ils câlin. font un câlin. Quoi. Exactement. Ça fait un câlin à Et trois, c'est quoi. pour éviter les équipes comme le Racing qui sac, pardon, qui essaie de faire tomber le mol et qui écroule, pardon, Ouais. qui écroule le mol, qui écroule le bloxo plutôt. Et donc il y a ceux qui pensent ça. Il y a ceux qui pensent que on peut arrêter un sac avec de la bonne technique, donc avec des lifters qui sont en position de pousser. Ok, donc eux, dès qu'ils ont lifté, Enchaînement de tâches, ils passent sur de la poussée similaire à la mêlée, un peu la position. Enfin, exactement, moins- oui, moins le précisément, plus mais- possible parce que quand tu arrives en zone de marque, les défenses elles sautent de moins en moins et elles verrouillent certaines zones, mais elles sautent de moins en moins en général. Et surtout, tu as une défense qui t'attend où ils sont déjà préliés, les mecs, et t'as pas trop le temps de faire le lift et d'être en bonne bas position, ouais. le plus vite possible. Donc, ouais, c'est ça, c'est d'enchaîner les tâches et que le sauteur, soit il atterrit de dos à la défense, il met un pied en arrière pour interdire, tu sais, Une béquille. Ouais, voilà, pour interdire le fait de saquer. Soit il atterrit face au talon, Ok. et comme ça il a son pied avant pour interdire le Ok, sac. plus de profil. C'est encore, il y a plusieurs choses à faire et ça dépend de comment vous Ça dépend du sauteur ou c'est vraiment l'organisation du coach qui va. coach. Quel- Coach et on fait toujours la même chose. Il faut pas qu'il y ait, pour moi en tout cas, il faut pas qu'il y ait deux façons différentes de faire. Qu'on fasse des molles comme ça quand on est devant et qu'on fasse Ouais. des molles comme ça. Par contre, il y a la petite subtilité qui arrive bon, il y a deux, trois saisons, je pense. C'est le fait de rajouter un quatrième mec sur cette première ligne. Ok. Donc, le bloc-saut et derrière le lifter arrière, rajouter soit un pilier, soit un joueur en plus, on s'en fout de qui c'est, pour essayer de faire un surnombre sur cette première ligne Ok. et qu'on ait une tête extérieure pour essayer de désaxer le molle. Parce que le but, forcément, c'est de pousser et d'avancer. Ouais, c'est deux Et tout forces le qui monde est. s'affrontent, Exactement, donc tu peux te servir de la force de quelqu'un d'autre. Et ce que beaucoup d'entraîneurs essaient d'avoir, c'est de trouver cette tête extérieure. Parce que quand tu as une tête extérieure, tu veux l'expliquer? en gros, si ça c'est l'équipe qui attaque, ça c'est l'équipe qui défend.
Si on est imbriqué et on pousse tous pour Comme une défendre, mêlée, un peu, voilà, ouais. comme notre mêlée. Mon petit doigt, il est à l'extérieur, donc on peut désaxer sur lui. Ok, ouais. Il va essayer un peu Si- d'avoir une poussée en diagonale pour. Pas forcément, encore une fois, ça dépend de ce qu'attend le coach sur ça. Mais en gros, c'est de construire sur ce mec parce Ok. qu'il a une tête extérieure et parce qu'on peut désaxer le molle quand on a tête D'accord. extérieure. Si la défense, à l'inverse, couvre cette tête extée et qu'ils arrivent à interdire toutes les têtes extées, c'est la défense qui va gagner en D'accord. général. Donc, ok, avoir ce joueur un peu, ce plus d'un, sur quoi le molle, un peu comme un pivot, va pouvoir Et en s'enrouler, gros, quoi. lui, il se met, quand le bloc saut est encore en l'air, lui, il se positionne déjà au cul du lifter arrière et déjà dans une position de poussée. Et soit il pousse en travers pour essayer d'ouvrir le molle, Ouais, soit il pousse droit et il essaie d'amener tout le monde avec lui. d'accord. Deux Faut efforts faire encore. attention de ne pas faire écran, je suppose, parce qu'il Voilà. fait pas partie Et du bloc après, saut. ben, pareil, il y a eu un match l'année dernière avec Brive en Pro D2 où eux ils font ça. Et le premier molle, pardon, à 5 mètres de la ligne adverse, ils se font siffler. Deuxième molle, ils font exactement la même chose, ils marquent. Et la caméra arrive sur Mela et on voit sur ses lèvres, il fait c'était la même chose. Ouais. Et donc, ça Ouais, c'est une petite subtilité, peut-être que. c'est compliqué pour les arbitres et c'est compliqué Ok. à évaluer. Par rapport à ça, c'est intéressant, je trouve. Du coup, c'est le fait que on va faire une petite partie défense, mais du coup, avoir cette capacité à un moment, il y a des équipes qui le font très bien, à toujours un peu venir s'enrouler, s'enrouler, s'enrouler. La gestion du ballon, c'est toujours le même qui recule et qui essaye de nager dans ce molle, ou est-ce que suivant l'avancée, il peut le transmettre? Ouais, alors pour moi, et ça n'engage que moi, je pense que c'est celui qui arrache, qui donne au talonneur. Et une fois que c'est le talonneur qui l'a, lui, son but, c'est de naviguer un peu dans le molle. Quand il sent qu'il a personne derrière lui et qu'on est au point mort, il doit pousser avec tout le monde. Ouais. Mais par contre, quand il sent qu'on avance, lui, le but, c'est de se faufiler Ouais. derrière et essayer de se retrouver derrière. On n'a pas vraiment le droit. Non, on n'a pas le droit, on devrait normalement passer le ballon Il me un semble par que un. tu peux pas. Non, si, Enfin, tu peux pas te lier. délier et Voilà, relier, ouais. déjà. Donc à partir de là, Oui, bien sûr. en général, tu te délies toujours quand tu. Ouais. Bon, bref. Et parce que sinon, on se transmet la balle, Il y a le risque. devine s'il n'y a pas tout le monde qui va faire la queue pour avoir la balle et personne pousse. C'est cool de marquer. Oui, exactement. Mais c'est un essai collectif et le problème c'est là c'est les égos des mecs et il y a des mecs qui veulent être sur le journal et avoir le nom. Son idole. Ouais. On fait une petite partie défense, défense de molle notamment. Défense. Ouais, défense proche des lignes. Essayer d'interdire. Enfin, après, ça dépend des Sur conditions. le molle plus spécifiquement. D'abord, interdire le molle au fond. Ouais. Mettre un bloc Est-ce que au fond. du coup le fait de le molle au fond, Il est très dur à défendre. très dur à défendre parce que justement Tout le monde vient. ouais, tout le monde s'enroule et on retrouve un peu cette tête extée indirectement genre. Et c'est ça. C'est ça. En gros, c'est très dur à défendre une fois que tu es dans cette position. Et en plus, 9 fois sur 10, tu as essayé de sauter pour interdire. Ouais. Donc là, tu es. T'as un temps de retard en bas. C'est et- compliqué. Pareil, si tu as deux blocs, si tu défends avec deux blocs et que les deux blocs montent et que l'équipe prend le ballon entre, Mhm. pareil, là, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est rendez-vous très sous dur. les poteaux. Vraiment, c'est très dur. Donc, avoir un système en place où tout le monde est aligné sur. Soit on défend tous en l'air, et enfin, peu importe votre système miroir au bloc, et on défend en l'air et on essaie d'enchaîner les tâches et d'être le plus vite au sol en bas et pousser possible. Soit vous faites comme La Rochelle et vous essayez de tourner le molle. Mhm. Soit vous attendez, vous laissez le ballon. Vous savez, vous laissez l'équipe qui attaque prendre le ballon. Par contre en bas, guerre. Et par contre en bas, ouais, vous les attendez, vous êtes déjà bas. On peut être prélié. Ah, Ouais. D'ailleurs, je trouve que les équipes le font. Parce que le risque, si tu impactes trop tôt, c'est d'avoir. Souvent, c'est qu'une simple pénalité la première fois. ouais, ben, Je trouve que les équipes ne le font pas assez souvent quand tu te fais rouler dessus en molle. Mais saccage, avant même qu'il ait touché par terre, et au pire, pénalité. tous les entraîneurs essayent de dire à leur défense, vous regardez quelque chose qui est proche. Le but pour la défense, si on dit qu'on ne saute pas et qu'on les attend en bas, c'est qu'il n'y ait personne qui rate le ballon.
Oui. Si vous radez le ballon, vous êtes Ouais, directement t'es dans droit, une posture t'es- droite, vous n'êtes pas prêt. Il faut rader soit, moi je dis aux mecs de rader la ligne d'épaule. Mhm. Dès que ça arrive à 80 degrés, c'est là où il faut commencer à Ouais, artiller. se lier. À se lier et à artiller. Et par exemple, j'ai déjà entendu des entraîneurs dire de rader les pieds, ce qui est peut-être même mieux, rader les pieds, et dès qu'ils arrivent à 20 cm de la touche, du sol, pardon, c'est là où On tape. impact, ouais. Donc en fonction, c'est comme vous voulez. Ok. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. J'avais une super question. Ah oui. Il y a un truc que je comprends pas là. Oula. Je ne comprends plus ces histoires de mecs dans les malls Ouais. qui ont le droit, qui se retrouvent dans le camp adverse. Ah non, vu mais qu'ils n'ont pas changé. Je ne Ouais. comprends rien. Il faut qu'on demande un Alors, arbitre. Ils sont ouais. tous dans le camp adverse. Ils n'ont pas le droit de toucher le 9 ni de changer leur liaison. Et du Si coup, le ils sont- 9. Alors, Ah oui, dès que le 9 enlève, ils peuvent jouer. là, ils peuvent jouer. C'est une en nouvelle gros, mode, si, là, si le point d'entrée de ce joueur est bon, donc s'il Ouais. arrive en jeu, s'il contourne pas le bloc-saut, enfin, s'il arrive quelque part entre le bloc-saut, entre le sauteur et un lifter par exemple, s'il arrive à faire ça, et qu'il ne change pas sa liaison, il peut faire tourner le molle et se retrouver à l'arrière, À côté du 9 des fois. à côté du 9, et dès que le 9 sort ce ballon, il peut jouer. Ok, ouais, pour lui, la ligne de hors-jeu, en fait, comme s'il n'avait pas trop quoi. Et vu qu'il a eu un bon point d'entrée, il fait partie du molle et donc il peut jouer. Je sais pas si ils avaient essayé de changer ça. Ils ont fait ce changement pour les U20. Je sais pas si ça a été mis pour le top 14 ou pas, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, la saison dernière, tu peux le faire. Ça me mais rend pareil, fou il y a- à la télé de il y a- voir un mec qui. En plus, tu sais, des fois on voit des mecs qui nagent, qui font l'effort de C'est- traverser. Là, les ça- mecs ils se laissaient comme ça. Ils se laissaient dériver dans ce molle et ils se retrouvaient Hein. à faire Mais chier au souvent, milieu, là. les équipes qui essayent de tourner le molle, Ouais. justement, le mec extérieur qui fait contourner ce molle vers l'équipe adverse, lui il se retrouve à côté du 9. Ouais. Et tant qu'il change pas sa liaison, si son point d'entrée était bon, il n'a pas le droit de, il est pas obligé de lâcher. Mhm. Mais ce que tu as dit là, l'histoire du nageur, moi c'est un truc que je ne comprends pas. Normalement, quand tu es en défense, tu n'as pas le droit de changer ta liaison. Ok, ouais. Sauf qu'on voit des types s'envoyer un Ah Léon oui, oui, Marchand et faire tout ce qu'ils Un peuvent grand coup pour de essayer bras. de. Mais vraiment, ils changent leur liaison tant qu'ils peuvent et c'est autorisé. Et là, du coup, forcément, on va me dire l'appréciation de l'arbitre, mais s'il y a une règle, Oui, oui. enfin, c'est une règle quoi. Donc voilà. On va juste revenir sur quelques stats intéressantes. On a Si, parlé balai. du nombre de touches qui était Allez. autour de 13, je crois 13,8 le nombre de touches par match environ. Ça dépend. Oui. On va aussi parler de l'importance de la touche parce que la moitié des essais partent d'une touche. Oui, la moitié. Alors ça, c'est les stats pour le top 14. À peu près la moitié des essais en top 14 viennent d'une touche. Donc pas forcément directement, mais en tout cas la relance de jeu a été Ouais, faite. voilà. Avant Le l'essai, lancement a c'était, été fait par une sur touche. Donc, un essai sur deux. C'est sûr. Est-ce que tu te rends compte C'est énorme. l'enjeu qu'il y a C'est énorme. autour de la Je touche? pense à toutes ces touches C'est pour ratées. ça que c'est le truc le plus intéressant dans le rugby. Intéressant, Les je sais pas, trois mais contre deux. important, c'est sûr. Les deux on s'en branle. Non, mais C'est vrai la que- touche. C'est vrai, c'est vrai. Non, pardon, je raconte des conneries. Non, Comme mais- d'hab. Autre chose, Entonces. un quart Ouais. des essais, Si. cette fois-ci, part d'une touche, bien sûr, Ouais. mais après seulement 3 temps de jeu. Donc, la moitié des essais sont à l'origine partie d'une touche, et un quart des essais interviennent après seulement 3 temps de jeu après une touche. Donc, ça, là aussi, c'est énorme. C'est des encore une lancements de fois. touche, quoi. Donc, moi, c'est ce stat que je trouve vraiment intéressant. Un essai sur 4, c'est un lancement sur touche. Mhm. En 3 temps de jeu, je trouve que c'est énorme. Tu te rends compte la part que ça prend? Eh oui, il faut avoir la touche après. Il faut être aussi très fort et très précis Mhm. dans ce que tu fais sur les 3 temps de jeu. C'est vrai. Est-ce Et- que toi, t'es d'école d'avoir 3 temps de jeu très prédéfinis? Ou juste tu utilises ton. Enfin, parce que Moi, quand je je dis t'avoue, ouais. prédéfini, Moi, je suis très à l'anglaise et à britannique. Et du coup, un peu cadré, organisé. essayer d'être cadré sur les 2-3 temps. Ouais. Ok. Quand je dis ça, c'est qu'il y a des équipes qui vont privilégier
d'aller taper une zone et après d'utiliser leur système pour exploiter les endroits. Ouais, complètement. Ou il y a des gens qui vont on dire va taper au exactement loin, le et après- 6 va être là, le Ouais, 3 va ouais, être là, exactement, genre, où on va exactement. être sur une précision Moi, j'avoue que je suis extrême de joaillier. Quoi. J'avoue que je suis T'es un peu comme ça, c'est pas Ouais. grave, je t'aime bien quand même. Ah, merci, c'est gentil. Toi d'ailleurs, Ouais, petite si. question Oh, perso, ouais. c'est quoi pour toi une bonne réussite en touche? Pour Bonne ton réussite équipe, en touche. t'es content à partir de quand? Alors, ça dépend comment tu le vois. Est-ce que tu t'es content quand ton équipe gagne le ballon ou est-ce que tu es content quand l'équipe a un ballon exploitable? Qu'est-ce que tu entends par gagner ou exploitable? Alors, gagner, si par exemple le ballon est légèrement trop haut ou mon lift n'est pas assez haut, je tape la balle vers mon camp. Notre lancement qu'on avait prévu, on ne peut pas le faire, mais on a le ballon. Ok. Tu Donc vois, là, c'est un c'est ballon touche pas gagnée mais propre. pas exploitable. Voilà, exactement. Et tu as les touches entre guillemets exploitables où tu l'attrapes nickel, tu peux faire ton molle, tu peux faire ta touche, ta déviation et ton lancement, Ok. où c'est nickel. Et ça, sur les 13, tu en as en fonction de l'équipe, mais tu en as 8. Sur les 13, tu en as 8 ou 9. Ok, Donc, t'imagines, tu Se as que rapprocher de 9. 80% quand même, à part de 80%. Alors, la réussite en top 14, la moyenne c'est 82 ou 3%, et ça c'est réussite. Mhm. Donc ça c'est exploitable, plus les merdes Ok, c'est que tu arrives tout, à ouais. taper vers. C'est tout. C'est C'est ta- tout où tu as ton gagné la lancer, ton possession. ballon. Exactement. C'est tu as gagné la possession Ok. de la touche. Quoi. Et, et donc voilà, c'est. Est-ce que tu es content quand tu as ton ballon ou est-ce que tu es content quand tu as un ballon propre? Ça. Et c'est pour ça, c'est en fonction de ça qu'il faut que vous fassiez vos stats. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que toi qui est un spécialiste de la touche, tu vas de là à stater quelle touche a eu plus de réussite, quelle. Ouais, T'as tes enfin, valeurs sûres, tes petits chouchous dans la Ouais, touche, c'est ça. Ouais, complet. Je fais un tableau Excel avec toutes mes touches dans la saison. Et après, je peux me sortir un tableau de bord avec cette touche. Pastis, elle a marché 4 fois sur 4. Et Ricard, elle a marché une fois sur 16. Ok. Et donc là, je peux dire, les gars, plus jamais de Ricard. Ricard, Donc ouais, je tiens ça, mais voilà. t'as d'autres petits outils comme ça qui peuvent te venir en tête sur. Non, Au Excel, niveau des c'est. data, non mais au niveau Ex- des data sur la touche, des choses que tu vas essayer d'un peu quantifier, peut-être sur quel lanceur ou Je t'avoue non, mais je sais il y a des équipes qui font les lanceurs. Comment quel, quel lancer est raté? Est-ce que comment ils loupent leur lancer? Ok, ouais. Pardon, je m'exprime très mal. Est-ce que Trouve la faute dans la touche et... déjà on enlève toutes les lancers qui sont contrés Ouais. parce que ça on peut pas forcément avoir une influence. Est-ce que c'est des lancers où il est trop haut? Est-ce que c'est des lancers où il loupe à droite ou à gauche? Ok. Tu vois. Et pareil sur les annonceurs, ils regardent quelle est son annonce préférée. En général, quand tu loupes deux touches, Ouais. tu fais forcément appel à un trop truc en confiance, voilà, sur quelque chose que tu as confiance. Donc soit tu vas devant, soit tu as une annonce pour toi qui est safe entre guillemets et que tu peux faire sans souci. Un autre petit truc encore un peu personnel. Ouais. Est-ce que toi en tant qu'entraîneur, tu as des relais, Est-ce que des mon vrais père- leaders? Est-ce que tu as des vrais leaders, des mecs, tu arrives à trouver, je sais que ça allait dans toutes les équipes de haut niveau, mais genre Ouais. un groupe leader touche avec des mecs qui vont venir Ouais. peut-être te challenger, peut-être te dire j'ai vu ça, pourquoi on fait ça, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça, est-ce que toi tu arrives à trouver ces joueurs Ouais. Alors il y en a forcément, c'est pas tout le monde, mais tu essaies dans ton équipe d'en avoir 3, 4, voire 5. C'est toujours bien d'inviter ces talons à ces réunions-là, parce que il faut que eux connaissent la touche aussi bien Ouais. que l'annonceur, que même l'entraîneur. Et oui, c'est très important parce que tu as beau dire ce que tu veux, c'est pas toi qui es sur le terrain à décider quelle touche on fait, quand et comment. Je t'ai déjà vu crier très fort quand même du bord Non, du moi terrain. jamais, j'ai jamais fait ça. Ah ouais. Je peux pas. Interdit Ah. dans ma religion. Donc voilà. Et donc oui, c'est très important de faire ces réunions et c'est là où tu peux regarder un peu ta stratégie, que comme tu as dit, tes mecs peuvent te challenger sur nous cette annonce on pense qu'elle est pas bien, nous cette annonce on pense qu'elle est bien, il faut qu'on ait une contre-annonce pour celle-là parce que
une fois qu'on les amène en bas, après on n'a plus de solution pour les amener au fond. Est-ce que c'est des mecs aussi qui regardent beaucoup les vidéos des équipes adverses? Ton annonceur leur était force, je suppose, mais oui, tu leur non, forces, tu leur... couteau sous la gorge. Bon, je rentre chez Je eux. leur conseille fortement, mais est-ce que tu as des mecs qui... Ça devient naturel chez les mecs Nous, avec la vidéo, on a beaucoup de chance. On a un outil qui nous relaie combien de minutes nos joueurs ont regardé la vidéo. Donc, je peux voir leader 1, il a regardé 3 secondes. Leader 2, il a regardé 40 minutes. Ok, ouais. Donc là, je peux dire, poulet, t'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée? Ouais. Ah bon? C'est bizarre. Là, maintenant, ils vont le savoir. Ouais, mais je leur ai déjà dit, mais ils s'en foutent. Mais voilà, c'est... Ok. Bon, mais super intéressant, Hector. Merci. Merci à toi, Clément. Merci pour tous ces conseils. On va finir par notre traditionnel qui est. Donc, 2 joueurs à découvrir. Enfin, à découvrir. J'espère que je vais être bon. À trouver, mais j'espère aussi que tu vas être bon parce que la dernière fois, tu étais accompagné d'un collègue. Non, par contre, je les ai trouvés. C'est vrai. C'était qui? C'était Lélé, là. Malzieu. Julien Malzieu, c'est vrai. Et le deuxième, par contre, j'avais pas. J'ai même plus. La dernière fois, c'était sur le rugby à 7. Alors, je nais en 1977 à Senlis, si je le dis bien. En jeune, je pratique la natation à haut niveau pendant 10 ans. Au rythme, je fais les championnats de France. Bien sûr, on parlera de joueurs spécifiques. Tu vois, les mecs de la touche, c'est des athlètes. Mes parents sont mutés à Saint-Gaudens puis à Pau où je fais du basket et je rentre même au centre de formation de l'élan Bernay. Je vais ensuite jouer en National 1 à Paris et c'est là que je découvre le rugby. Bon, pour le moment, il est jeune. Il a encore tout. Je découvre le rugby au Racing Métro et je vois que je veux potentiellement y faire carrière. Je joue à Montferrand, Perpignan, mais c'est vraiment à Biarritz que j'explose où je jouerai 10 ans, de 2003 à 2013. C'est un joueur qui joue deuxième ligne, qui a 54 sélections, 3 capitaines avec l'équipe de France, champion de France avec Biarritz. Ah si, je sais. 2005-2006, Challenge européen en 2012, 6 nations 2007-2006 et 3 finales perdues de Coupe d'Europe avec Biarritz. Et des sélections, t'as dit? 53 sélections. Ouais. 54. Je crois que je sais. Est-ce que il est commentateur en Pro D2? Je pour pense. Canal. Est-ce que c'est Jérôme Thion? C'est Jérôme Thion, le brave Jérôme. Jérôme Thion qui n'est pas gif du coup. Qui n'était pas gif. Et non, Jérôme Thion il n'est pas gif 53, car il est arrivé à 20 ans, voilà. je pense, dans le niveau. Putain, je savais pas du tout qu'il a fait autant le Tour de France comme ça. Ouais, fou. Et super intéressant. Ouais. Mais ça, c'est souvent. Je vais pas stigmatiser les très grands, mais c'est des profils qu'on a peu quand même. Et c'est des mecs qui peuvent avoir des maturités plus lentes. Et du coup, c'est un profil. Puis le basket, atypique. Ça te donne des mains quand même. C'est pas trop mal. La natation, on sait jamais. En temps de pluie, ça te donne des aptitudes. Mais bon, Jérôme Thion. C'est fort ça. Attention, un deuxième joueur. Allez. Né la même année que Jérôme. En 1977 à, attention, Pietersburg, en Afrique du Sud. Je débute le rugby et le cricket en même temps, mais c'est à l'université de Pretoria que je me consacrerai uniquement au rugby. Joueur des Bulls pendant de très longues années avec qui je suis champion en 2007, 2009, 2010. Je fais une pige à Toulon en Pro D2 où je suis champion de Pro D2 en 2008. Et je finis à Northampton en 2015. Je suis le joueur le plus capé de l'Afrique du Sud avec 127 matchs. Faut que ce soit un peu plus compliqué quand même. Je finirai ma carrière avec l'Afrique du Sud en 2011 à la Coupe du Monde et je suis champion du monde 2007. Je suis actuellement coach de la touche du Japon. Je suis. Ouais, c'est vrai. Victor Matfield. 2 sur 2. Je savais que pour toi ça allait aller, mais donc c'est toujours un plaisir de remémorer. T'as été bon. Je savais pas qu'il a fait une pige à Toulon. Allez. Bon, merci Hector, merci à tout le monde. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bisous. Bisous. Oh.